Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Et Franck Tapiro nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Franck Tapiro, conseiller en communication, fondateur de Diaspora Défense Force. Vous serez d'ailleurs demain présent comme Rachel Kahn et bien d'autres à 15h devant l'UNESCO en commémoration. On va dire simplement les choses, des attaques du 7 octobre aux côtés de beaucoup d'associations comme le Consistoire de France, le CRIF ou le collectif Nous Vivrons, qui était avec nous d'ailleurs hier en direct. Franck Tapiro, nous parlions avant que vous nous rejoigniez dans ce studio et nous essayions de comprendre les mots d'Emmanuel Macron. D'abord, avant de parler du 7 octobre. Vous entendrez d'ailleurs à ce sujet le témoignage de Monette, 80 ans. Survivante du kibboutz de Berry, ce sera dans une vingtaine de minutes. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu le 7 octobre dernier. Franck Tapiro, je voudrais qu'on réécoute ensemble, juste là le petit extrait, les mots d'Emmanuel Macron, c'était il y a une vingtaine de minutes, qui essayait de s'expliquer après sa sortie sur la livraison d'armes en Israël. On écoute et votre commentaire dans la foulée. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Alors, Franck Tapiro, qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, et peut-être, excusez-moi, mais que peut comprendre la communauté juive de France quand elle écoute Emmanuel Macron tenir ce genre de propos ? Je peux en parler en connaissance de cause parce qu'on m'a souvent appelé pour essayer de traduire la parole d'Emmanuel Macron, même quand il n'était pas candidat. Bah oui, vous êtes communicant. Proche et en plus, vous êtes j'ai toujours soutenu. C'est votre métier. Ouais. On peut être proche et le soutenir, et à un moment avouer quand même, non seulement ne rien comprendre, mais être très inquiet. C'est la limite du en même temps. Parce que l'en même temps ne peut pas être un entêtement. C'est un anagramme en plus. Autant ça peut être une stratégie politique, compliquée pour gouverner, mais absolument impossible à tenir quand on fait de la diplomatie. En même temps ne peut pas exister. La preuve, il parle de cessez-le-feu. Alors pourtant, l'histoire est là pour le prouver. Il n'y a pas de cessez-le-feu possible quand on se confronte à des terroristes. Il y a des cessez-le-feu possibles avec des armées régulières, dirigées par des États, par des gouvernements, mais avec des armées terroristes, si on peut appeler ça des armées ou des hordes terroristes, c'est impossible. Pourquoi ? Je l'ai dit, désolé, on ne refait pas le communicant, un cessez-le-feu là-bas, c'est un cessez-le-feuge. Si vous arrêtez les bombardements sur les cibles du Hamas, et on reparlera après du Liban aussi, parce que le mot Hezbollah et le mot Hamas ne fait pas partie du vocabulaire aujourd'hui à l'Élysée. Donc on a oublié ce mot. Ni à Matignon. Voilà, ni à Matignon. Donc aujourd'hui, on a besoin de clarification. On a peut-être mal entendu, mais heureusement que vous êtes là, vous nous faites réécouter cela. Ce n'est pas Canteloup qui parle. Ce n'est pas un imitateur. Donc si c'est vraiment le chef de l'État qui parle, celui que je connais, celui que je soutiens depuis des années, il est temps qu'il clarifie non pas sa pensée, mais comment a-t-il pu faire une erreur historique pareille ? Parce que quand on parle de cessez-le-feu, je vous dis c'est impossible. C'est un cessez-le-feu. On permet donc aux terroristes du Hamas qui eux sont planqués en sous-sol, alors que leur population est exposée en surface, de se recaver, comme on dit, de se réorganiser, de se réarmer et de réattaquer. C'est impossible. Vous imaginez les hommes du raid face à Mohamed Merah lui disant « Alors finalement, on te laisse un petit peu de repos, on vient dans une semaine, tu vas voir, ça va être top, on fait un cessez-le-feu et on revient. » Mais on est dans le mode du ridicule ou pas ? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, pas de cessez-le-feu avec le Hamas, c'est impossible. On doit aller au bout. Et alors, ne parlons même pas du Liban. Le chef de l'État a oublié un mot. En disant qu'il soutenait la population libanaise. Tout le monde soutient la population libanaise. Mais qui soutient le Hezbollah ? Il a assimilé la population libanaise au Hezbollah, comme si 100% des Libanais soutenaient le Hezbollah, sans jamais prononcer le mot Hezbollah. Donc encore une fois, on ne peut pas faire des absences de sens pareilles. On ne peut pas, quand on est président de la 6e puissance du monde, on était 5e il y a quelques années, donc déjà quand on régresse un peu, on ne peut pas faire des erreurs historiques pareilles. C'est impossible. Donc on ne parle pas du peuple libanais, bien sûr. Israël n'a jamais déclaré la guerre, ni aux Palestiniens, ni aux Libanais, mais a répondu au Hamas qui a perpétré le pogrom du 7 octobre, et a répondu
au Hezbollah qui attaque depuis le 8 octobre en soutien du Hamas. Donc encore une fois, on ne peut pas faire des erreurs pareilles. Ou alors, il y a une partition qu'on ne comprend pas. Oui. Il y a un tempo qu'on ne comprend pas. Il y a même des notes qu'on ne comprend pas. C'est quoi? C'est un brief? Ce que j'appelle moi le brief du Qatar. Est-ce que le Qatar est venu acheter autre chose que des entreprises, que de la dette? Est-ce qu'il est venu acheter aussi la parole de la France? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se regarder dans les yeux, je parle pas en tant que juif, je parle en tant que français, et se dire que donc on a la France va soutenir le Hamas et le Hezbollah? Donc quand on dit, en plus l'incohérence est absolue, qu'on a été bien entendu un des pays qui a défendu Israël face aux attaques de l'Iran. C'est vrai. Mais encore une fois, on doit donner donc un petit peu aux uns et un petit peu aux autres. C'est ça la parole de la France, au lieu d'être un peu tranchée diplomatiquement. Si la France ne compte plus dans le Moyen-Orient et dans le Proche-Orient et un peu partout dans le monde, c'est à cause de cela. C'est le manque de courage de la France. C'est le manque de courage d'avoir une vision. Et d'avoir une vision avec des propos, des actes et de tenir cette stratégie. Et c'est parce qu'il y a une énormémentisation de la politique, de la diplomatie. Non mais la diplomatie c'est plus grave. Ça fait déjà un moment. Que là, oui mais là on ne comprend plus rien. Et je vous le dis. Ah bah on est d'accord, c'est ce qu'on disait. On ne comprend plus rien du tout. Et le pire c'est que je dis que je ne comprends pas parce que je veux ne pas comprendre. Parce que si je dois comprendre, je vous le dis, on est à côté de la plaque ou alors on sert d'autres intérêts que la France. Bon, on sert d'autres intérêts que la France. Attendez, Rachel Kahn. Moi je suis d'accord sur tous vos propos, Franck, sauf sur un point. C'est pas du en même temps. Entêtement, j'ai dit. C'est de l'entêtement. C'est de l'entêtement, mais pire que ça. On sent dans les mots une forme de culpabilité postcoloniale. Complètement. Et on sent aussi une forme de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être un peu terroriste-friendly, mais ça, vous l'avez souligné, et je pense qu'on a passé un véritable cap où aujourd'hui, finalement, eh bien, il faut reprendre les mots de la France insoumise sur cessez-le-feu, et le terme de génocide aussi commence à bien imbiber l'ensemble des sociétés au niveau mondial. Et sur ça, et sur cette guerre qui est menée contre le réel. C'est la guerre de la communication, et ça c'est votre domaine, Jean Capiro. Je suis totalement d'accord avec Rachel. Cet après-midi, j'ai posté sur Twitter, justement, que on est passé du syndrome de Stockholm à deux autres syndromes, celui de Gaza et celui de Beyrouth. C'est-à-dire que, regardez, écoutez certaines personnes comme Ghassan Salamé, qui a complètement changé le logiciel, ce professeur de Sciences Po, comme par hasard à Sciences Po, qui ne comprend pas qu'à un moment, ce n'est pas parce que le Hezbollah a libéré, entre guillemets, le Liban de la Syrie, que le Hezbollah sont des mecs bien. Donc en fait, ça a été le syndrome de Beyrouth. Et le syndrome de Gaza, c'est quoi? L'inversion victimaire totale. Israël est coupable, quoi qu'il arrive de tout, coupable de s'être fait attaquer. Parce que n'oubliez pas que tous les indignes, je les appelle... Mais nous, les femmes, on connaît bien cette situation. Bien sûr. Oui. Donc, vous l'avez bien cherché. Vous l'avez bien cherché. Non, mais elle a raison, donc Israël l'a bien cherché, bien sûr. Donc, in fine, on est responsable de tout, jusqu'à, et il l'a dit cet après-midi aussi sur France Inter, coupable de la haine des Juifs. Mais bien sûr, parce que la riposte est tellement disproportionnée, comme s'il pouvait y avoir une réponse proportionnée par rapport à des terroristes, que ça provoque la haine des Juifs. Donc même la haine des Juifs est due à Israël. Ben je suis désolé, mais on ne vit pas dans le même monde. Bon, Franck Tapiro, justement, peut-être, au nom de la communauté juive de France, que les mots d'Emmanuel Macron, parce que tout le monde les a entendus, tout le monde l'a dit aujourd'hui, il l'a redit ce soir, là, à 19h, il y a 40 minutes, comment c'est perçu dans la communauté juive de France ? Est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle se sent en danger ? Mais je vais vous le dire, alors je vais vous le dire. Et pour avoir été un petit peu aux commandes là-dessus, par exemple le 12 novembre. Elle est lâchée, est-ce que la communauté juive, ce soir, a le sentiment d'être lâchée par le chef de l'État? Alors elle pensait avoir été lâchée, mais tenir sur un fil. Ce soir, elle est totalement lâchée. Mais disons-le, parce que ce serait mentir. Alors se mentir à soi, en tant que Français, en tant que Français citoyen de confession juive, n'en parlons pas. Pourquoi ? Le 12 novembre, déjà, il y avait eu le premier ratage. Dire à tous les Français qu'il fallait aller marcher, Français juifs et non juifs, bien sûr, marcher contre la haine des Juifs. Je déteste mon antisémitisme parce que il ne correspond plus du tout à ce qui est en train de se passer dans cette région du monde. Donc, lutter et marcher contre la haine des Juifs, il a même fait une tribune, dans le Parisien, si ma mémoire est bonne, et il rate le moment. On a tous les gens qui se sentent proches de lui, qui le soutiennent, ont tous dit: tu es en train de rater quelque chose. Tu ne peux pas dire à tous les Français d'y aller, ne pas y aller. Comme à Carpentras, Mitterrand était en première ligne. On l'a oublié. Donc c'était au chef de l'État qui représente la France, avec le président de l'Assemblée et avec la présidente, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée, d'être en tête. C'est la concorde française. C'est ça qu'on avait besoin de voir toute la population française qui était représentée par ces trois chefs. Premier ratage. Et là,
il est en train de rater le 7 octobre. Il avait fait un hommage aux Invalides qui était intéressant. On comprend pas le tempo. Mais non, pourquoi? On est à 48 heures, c'est vrai, Rachel a raison, on comprend pas le tempo. On est à 48 heures du 7 octobre. Mais parce qu'on oublie d'abord les victimes. Les victimes françaises du 7 octobre, mais surtout, il reste 2 otages. Je le disais tout à l'heure, 2 otages français qu'on a oubliés. On a oublié, puisque n'oublions pas que, heureusement qu'on fait l'hommage demain et lundi, puisque il n'y aura pas d'hommage dans les écoles, par exemple, lundi matin. Après ce rétropédalage proche d'un moonwalk à la Michael Jackson, où d'abord on annonce un hommage, et hop, on recule en disant non, on confond le truc avec... De la ministre de l'Éducation nationale. C'est ridicule. En fait, en gros, si on se sent pas lâché, alors je peux vous dire, moi qui suis un éternel optimiste, alors expliquez-moi qui me soutient. Allez, expliquez-moi. Donnez-moi des noms. Merci beaucoup, Franck Tapiro. On est pris par le temps, malheureusement. Je suis désolée. Vous allez entendre dans un instant le témoignage de Monette, je le disais. Oui. Je l'ai interviewée mercredi. Monette, on a échangé. Elle a 80 ans. Elle vous racontera ce 7 octobre dans ce kibbutz de Be'eri, qui a été le premier kibbutz qui a été pris d'assaut par les terroristes du Hamas. C'est tout de suite sur Europe 1. Merci beaucoup, Franck Tapiro. Rachel Kahn, Jules Torres, vous restez avec nous. À tout de suite.